Bienvenue. Voilà, on propose ce webinaire du Club RSE sur le thème des bâtiments et la manière de mieux les adapter pour qu'ils soient adaptés justement pour les prestations de propreté. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles effectivement on a intérêt à prendre en compte ces prestations de propreté. On propose du coup un temps d'introduction pour ce webinaire d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, un témoignage de Guillaume Genevrier qui est ici présent, qui est architecte, que je vais présenter. On laissera la place pour un temps d'échange et de questions. On s'autorise aussi à prendre des questions au fil de l'eau si elles viennent. Et puis un petit temps de conclusion pour terminer ce webinaire à 12 heures. Donc, vont prendre la parole successivement lors de ce webinaire Jean-Pierre Majard, qui est administrateur du SPENRA, responsable de la commission RSE du SPENRA et dirigeant de Time Propreté, qui va à la suite faire un petit mot d'introduction. Blandine Nogent, qui est déléguée régionale du phare Propreté sur le périmètre Rhône-Alpes-Auvergne-Limousin, qui va être amenée à faire une introduction sur l'outil qui a été conçu par la branche sur ce sujet de la prise en compte des prestations dans les bâtiments. Ensuite, on passera la parole à Guillaume Genevrier, qui est architecte ici présent, pour fournir un témoignage finalement de professionnel sur ce sujet. Qu'est-ce qui passe dans la pratique d'un architecte dans la prise en compte de ce sujet, et puis une réaction sur quelques points du guide pour illustrer un petit peu le retour d'expérience qu'il peut nous apporter. Et moi-même, donc, je me suis présenté, James Pedron, qui suis animateur du Club RSE et par ailleurs responsable de projet au CIRID. Et nous sommes actuellement réunis pour 3 d'entre nous autour d'une table dans les locaux du CIRID. Voilà. Je vais proposer tout de suite à Jean-Pierre Majard de faire un petit mot d'introduction. Merci. Bonjour à tous, Jean-Pierre Majard, dirigeant de Time et administrateur du SPENRA en charge de la commission RSE. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a maintenant 5-6 ans en arrière, nous avions déjà fait une première intervention sur la propreté et l'architecture avec comme focus, effectivement, le développement durable à l'époque. On ne parlait pas encore de RSE, mais de développement durable. Cette intervention avait sollicité beaucoup de curiosité de la part de nos adhérents. Beaucoup m'ont interpellé en disant « Quand est-ce qu'on remet ça ?» Voilà, c'est vraiment un sujet qui touche l'ensemble de nos confrères. Je pense qu'aujourd'hui, nos métiers ont évolué. La dimension RSE prend une part de plus en plus importante dans le métier de la propreté. Le métier d'architecture, pour en avoir échangé avec M. Genevrier, est quelque chose qui évolue aussi beaucoup. Et je pense que pour bien se comprendre, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se rapprocher. Voilà. Et je vais laisser le soin à Blandine de vous présenter effectivement le travail qui a été fait par nos confrères du Grand Est, avec l'aide du phare aussi, et de la chambre de conseil de l'ordre du Grand Est. Je ne sais pas si on dit Grand Est. Blandine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc oui, c'est un sujet, ça a été déjà dit, la conception de tenir compte de l'entretien des locaux dans la conception des bâtiments, c'est un sujet qui a déjà été effectivement travaillé par la branche. Alors en 2010, historiquement, il y a un guide concepteur des bâtiments qui a été piloté par la chef de projet santé sécurité au travail et qui était vraiment focalisé sur les TMS, sur les troubles musculo-squelettiques. Un travail qui avait été géré notamment par la CARSAT. Donc 10 ans après, effectivement, il y a un travail qui a été initié. Alors au départ avec un groupe de travail de la ville de Nancy, avec la CARSAT, bien évidemment, qui était encore autour des parties prenantes, le phare propreté, donc via la régionale, la Grand Est, et puis l'ordre des architectes de Grand Est, qu'on appelle le Conseil régional de l'ordre des architectes, donc sur la région. Ce groupe de travail, il se voulait travailler sur un guide et des situations comparées avec un prisme plus économique que santé-sécurité au travail, même si on avait la CARSAT, je dirais, en partenaire autour de ce projet. Donc, ce guide que vous aurez la possibilité de télécharger
cette vidéoconférence. Il y a un petit souci de son, Blandine, de notre côté, en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas de côté de Célia aussi. Ouais, c'est parfois un peu haché. Oui, ouais. Je sais pas si c'est lié à la connexion Internet ou. Mais du coup, il y a des mots qu'on n'arrive pas à entendre distinctement, malheureusement. C'est dommage. Alors, est-ce que ça vient de moi? Je ne sais pas. J'ai une bonne connexion. Donc, Là, c'est beaucoup mieux, là. Ouais, c'est à nouveau mieux. C'est bien, là. Ouais. Il n'a pas bougé, hein. Bon, très bien. Non, ça vient de la connexion, mais ouais, c'est dommage parce que du coup, on ne perçoit pas. Vous pouvez continuer, ouais. Comparée, voilà. Alors effectivement, en tenant compte, voilà, donc comme je disais, de situations favorables ou non, et donc avec des éléments de comparaison chiffrés, donc en temps perdu par les agents de propreté, dès lors que, voilà, la situation de l'entretien n'est pas tenue compte dès le moment de la conception. Donc aujourd'hui, on en est à la phase de diffusion, de promotion de l'outil qui a pour vocation d'être diffusé au plan national. Hein, il ne peut pas rester qu'à l'échelle en test. Donc effectivement, cet outil, on vous invite à en prendre connaissance et à pouvoir le diffuser à la fois à vos clients qui ont des projets de développement, de construction, d'agrandissement en tant qu'entreprise de propreté. De notre côté, la branche, effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse se rapprocher sur chaque région du comité régional de l'ordre des architectes, des fédérations de bâtiments, puisque ils sont aussi partie prenante dans le des bâtiments. Et puis, un dernier travail qui va se mener, c'est la conception d'un module de formation en école d'architecture, en appui avec le document qui recense donc ces fameuses formations. Et l'idée étant, à terme, donc ce module de conception au départ sera intégré dans l'école d'architecture de Nancy et il a pour vocation de se déployer dans l'ensemble des écoles d'architecture de France. Voilà pour nous en dire sur le déploiement de l'outil et l'ambition. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être balayer rapidement, parce qu'on ne pourra pas rentrer dans le cadre de ce webinaire, dans le détail du document, de chaque thème, et peut-être faire un parcours des 13 situations qui sont traitées dans le guide. Je vous laisse peut-être les partager avant qu'on passe la parole à Guillaume Genevrier, du coup, pour son témoignage. Oui, alors effectivement, on a, sans grande surprise, tout ce qui touche la gestion des conteneurs, le local dédié aux activités de propreté, la vitrerie, donc intérieur-extérieur, avec les vitres, tout ce qui va toucher les petites dimensions, les formes irrégulières. On a la partie sol, on a la partie escalier, et on a la partie circulation-aménagement avec les différences de niveau, les aménagements des bureaux, des sanitaires et à bord. Donc voilà, à partir de là, vous avez vraiment l'ensemble des situations dans le tertiaire. On va se retrouver avec une problématique de gestion après de l'entretien. En tout cas, avec un visuel qui permet de voir effectivement une situation défavorable à une situation favorable. Et puis un petit tableau qui recense effectivement les temps passés. Donc ça, c'est un calcul qui a été réalisé pour, comme je disais tout à l'heure, tenir compte de l'enjeu économique. Alors cet enjeu économique, il est venu notamment de l'ordre des architectes qui nous a conseillé de travailler sur ce point pour, je dirais, faire sens auprès de l'ensemble des parties prenantes, et notamment des architectes, et voir des clients qui vont aller sur une conception de nouveaux bâtiments. Très bien. Merci beaucoup, Blandine, pour ce propos introductif. Du coup, on va proposer à Guillaume Genevrier, qui est présent ici avec nous, de témoigner. Alors, la particularité, c'est que même s'il y a eu un travail de fait autour du document avec le Conseil de l'Ordre, c'est pas sur la même région, donc vous n'avez pas contribué, pour être tout à fait clair, à le document. On vous l'a soumis en lecture en préparation de ce témoignage. Donc, mais ce qui nous intéressait, c'était peut-être en introduction de dire en quoi ce sujet dans votre pratique déjà d'un point de vue général vous concerne, comment il s'intègre.
Et puis dans un deuxième temps, peut-être qu'on pourra être amené à commenter quelques aspects de cet outil. Ok, merci. Donc petit promo rapide, donc Guillaume Genorier, architecte à Saint-Étienne. Je pratique ce métier depuis une petite trentaine d'années dans des thématiques aussi diverses que l'habitat social, l'habitat en promotion, l'aménagement de bureaux, mais aussi du particulier, etc. Donc j'ai une vision relativement transversale de ce que c'est que la thématique bâtiment et de la thématique entretien des bâtiments. Deuxième petit préambule, je dois préciser que je suis peut-être un architecte un peu particulier parce que j'ai le défaut de travailler depuis 30 ans, comme je l'ai dit, avec Jean-Pierre Majard et qui fait un travail incessant, pour ne pas dire journalier, pour me sensibiliser aux problématiques qui sont les vôtres. Donc je suis peut-être pas le meilleur exemple des architectes, mais j'ai quand même une vision relativement précise de vos problèmes et je sais aussi les pratiques qui sont faites par ailleurs par mes confrères et tous les problèmes qu'ils rencontrent pour pouvoir essayer d'avancer sur ce sujet. Donc j'ai envie de dire que plutôt que d'avoir une présentation de ma pratique par rapport à ce sujet, j'en ai fait profiter de la lecture de ce document pour avoir des réactions. Parce que je pense que ce document soulève en effet des problématiques qui sont les quotidiens des entreprises de propriété et qui, nous, en tant que concepteurs, nous sont présentés comme des interrogations. Donc je dirais que ce document, pour moi, il a deux commentaires généraux. Le premier, je trouve en effet très intéressant, ce qui vient d'être dit, qu'il y avait cette dimension financière, parce que nous, en tant qu'architectes, on est censé être le porte-parole auprès de nos clients qui sont les maîtres d'ouvrage de la réalité économique, et c'est certain que si on peut amener la preuve par les chiffres à nos clients que telle prestation bien pensée va engendrer une économie de coûts sur la prestation de propreté, c'est un discours qu'ils savent entendre. Mais très clairement, si on leur explique qu'il faut investir dans plus de tapis essuie-pieds pour limiter l'entretien d'un immeuble, ils vont que voir le côté ça coûte plus cher. Par contre, si on leur démontre qu'au lieu de passer 2 fois par semaine dans les parties communes d'un immeuble, on va passer qu'une fois, alors tant pis pour votre chiffre d'affaires. Par contre, c'est bien sur le côté vertueux de la démarche et ça, ils sauront l'entendre. Nous, on a pu le démontrer à plusieurs reprises dans des immeubles où on a démontré par les faits que les temps de maintenance étaient réduits par la qualité de la prestation. Je vais passer directement aux commentaires, comme on en a convenu, de 2 fiches de ce document. Donc, la première fiche, c'est le sujet qui est un peu le sujet récurrent, qui est la notion des containers. De manière générale, je dirais que tout ce qui est écrit dans cette fiche concernant les containers, j'avais employé le terme un peu violent, de dire que c'est enfoncer des portes ouvertes, tellement que c'est une évidence. Le drame, il est que cette évidence-là, j'ai hélas pu constater en effet que sur plein de réalisations, des confrères ou des promoteurs nous répondent « Non, mais attendez, les containers, on pourra bien les sortir par la rampe du parking. » Je pense que vous êtes vous-même témoin tous les jours qu'un container de je sais pas combien de kilos, c'est un peu compliqué à le sortir. Et là, il y a un vrai gros travail, en effet, de pédagogie pour arriver à faire prendre conscience aux gens que tous ces systèmes-là doivent être pensés en amont de la conception et pas simplement se positionner. Là, je ne peux qu'être l'ambassadeur de vos attentes. À la marge, il faut savoir que le promoteur ou l'architecte ou le bureau de contrôle qui va gérer la construction, il va amener toujours un regard qui sera un petit peu différent de tout ça. Il va nous poser la question de comment dirais-je, de la maintenance du support, c'est-à-dire de la nature du revêtement de sol, eu égard à des problèmes de réglementation variés et divers. J'y reviendrai sur la deuxième fiche, et que c'est pas toujours aussi simple que ça, que de faire un local container parfaitement équipé, parfaitement ventilé. Après, il y a aussi la notion de l'usage. Je vais donner un témoignage très précis. Dans l'immeuble de bureau que j'ai conçu, dans lequel j'officie et dans lequel l'entreprise Time pratique le nettoyage, on a fait un local poubelle qui, j'ai la prétention de dire, répond à toutes vos attentes. On a de la faïence toute hauteur pour pouvoir le laver facilement. On a des ventilations. Sauf que l'entreprise de propreté persiste à mettre ses containers devant la grille d'entrée d'air. Ça veut dire aussi que et donc ça sent très mauvais dans le hall d'entrée régulièrement. Et régulièrement, il faut que j'aille bouger les containers pour que la ventilation se fasse. À un moment donné, une ventilation, il faut bien qu'il y ait un trou en bas, un trou en haut. Et si on met quelque chose devant le trou du bas, ça ventile pas. Donc ça veut dire aussi que, et c'est un peu ce qui est transversal dans ce webinaire, c'est la notion de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut bien concevoir, bien penser à quelque chose. Pour autant, il faut que l'usage qui en soit fait soit cohérent avec la conception. Donc, il faut qu'il y ait communication entre le concepteur que nous sommes et l'utilisateur, on va dire, pour aujourd'hui, que vous êtes des espaces qu'on va imaginer. Donc, je dirais qu'il y a ça. Dans ce document, il est précisé mauvais état des roues et bruit de roulement occasionné. Oui.
la notion du local container, c'est une notion qui pose aussi des problématiques parce que réglementairement, c'est considéré par la réglementation comme un local à risque au titre de la sécurité incendie et au titre de l'acoustique, en effet. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas toujours facile, par exemple, de vendre un bureau de contrôle, que le local container va être, par exemple, contre un local d'habitation en fonction. Alors, dans du bureau, dans du tertiaire, c'est un petit peu plus facile. Pour autant, par dérive, certains concepteurs ont tendance à rejeter ce local le plus loin possible des espaces d'usage. Donc, ça pose pas mal de soucis. Voilà pour faire simple sur le sujet des containers. Et du coup, c'est vrai que ça fait penser à une conséquence aussi qui est pour les occupants du bâtiment, que ce soit tertiaire ou encore plus habitation. Tout à fait. Sur les conséquences en termes de nuisance de bruit. Parce que voilà, je pense que la difficulté qui peut être engendrée pour la prestation, elle peut aussi avoir une conséquence sur la difficulté qui est mise en œuvre et donc du coup sur le bruit pour les riverains. Oui. Et sur ce sujet-là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même une personne que nous sommes en train d'oublier, c'est l'usager de l'immeuble. C'est-à-dire, vous voyez, typiquement, je suis en train de travailler sur un projet où on oublie deux partenaires du container. C'est la personne qui va aller mettre ses ordures dans le container. Alors, soit l'entreprise qui va faire le ménage dans les bureaux et qui va descendre dans le local container. Donc, pareil, il faut que son accessibilité soit pas à l'autre bout de l'immeuble ou trop loin. Et en même temps, un qu'on oublie toujours, c'est celui qui va ramasser les containers. Et nous, on est actuellement en train de travailler sur deux projets où on a proposé à des clients, alors c'est sur de l'habitat social, mais la problématique est la même, d'essayer de créer des containers à ordures qui sont en limite de voirie pour essayer d'expliquer, donc là, à la métropole de Saint-Étienne, que leur entreprise peut peut-être attraper le container directement dans un local qui sera en limite de voirie. Mais par contre, ça veut dire que les usagers, eux, sortiront de leur immeuble pour aller vers ce local container. Il se trouve que c'est la volonté du maître d'ouvrage parce que ce local container, il pose des problèmes actuellement d'odeur, des problèmes de maintenance, parce que dans l'habitat social, on n'a pas toujours des occupants qui sont très respectueux des lieux. Et là, c'est un vrai challenge d'arriver à mettre d'accord le gestionnaire de l'immeuble, le gestionnaire de la collecte des ordures et l'entreprise qui assure la maintenance de l'immeuble. Donc, autant vous dire que l'architecte, il est au milieu de tout ça et il essaye de mettre tout le monde d'accord et c'est pas tous les jours si facile que ça. Mais c'est un vrai sujet, le container, certainement. Parce que ça engendre beaucoup de nuisances. Il faut éviter de gérer des risques aussi. Souvent, on a beaucoup d'accidents du travail sur ce qu'on appelle les reports, pour ceux qui sortent les containers. Alors, peut-être moins sur les immeubles modernes ou certains immeubles de bureaux où siègent des architectes, on n'a pas trop de soucis. Bon nombre d'immeubles où on se doit de monter des rampes qui sont à 30%, ce qui est littéralement dangereux d'ailleurs, ou certains vieux immeubles, là, on ne peut pas y faire grand-chose, on se retrouve avec des escaliers, avec des bacs de 240 litres qui font pas loin de, qui sont chargés 100 kg, 150 kg. Mais là, il n'y a pas de solution quand il y a des escaliers. Alors là, c'est pas tellement les archis qui nous répondent, parce que ceux qui ont construit l'immeuble, ils sont possédés des pissenlits depuis longtemps. Voilà. Souvent, c'est les gestionnaires d'immeubles qui me disent si vous ne prenez pas le risque, je trouverai quelqu'un d'autre. Donc, la démarche de nos entreprises aujourd'hui, c'est de dire déléguer le risque ailleurs. Mais je ne le prends pas pour mes salariés. Mais il y aurait aussi tout un travail de rénovation à faire sur ces bâtiments. Je ne sais pas comment, effectivement. Il y a toute une réflexion engendrée et peut-être la réglementation à emporter. Alors, je dirais qu'on est toujours dans la notion de pédagogie et de sensibilisation. Lorsque nous, on peut amener cette remarque, lorsqu'on fait pas mal de diagnostics patrimoniaux pour des propriétaires d'immeubles, et c'est quasiment systématique que la case gestion des ordures ménagères, on leur dit il faut créer un local digne de ce nom. Et lorsqu'on raisonne sur une rénovation plus globale, souvent on a des espaces résiduels dans des immeubles, des anciennes caves qui servent à rien, ou dans l'habitation des anciens séchoirs, dans les bureaux des anciennes archives avec la dématérialisation. Et il y a très souvent une solution pour réinvestir un espace qui n'était pas prévu initialement et créer des locaux ordures. Mais encore une fois, faut-il que, les gens qui font le même métier que moi amènent cette sensibilisation au maître d'ouvrage, mais aussi, et dans la notion de communication, il faut aller voir les gestionnaires d'immeubles et les promoteurs et les gestionnaires de bâtiments tertiaires pour leur dire que c'est un vrai problème parce que vous êtes souvent un peu les oubliés, voire les laissés pour compte des programmes. Et nous, quand on répond à des appels d'offres, dans le programme, c'est bien rare. Il est marqué clairement création d'un conteneur à ordures digne de ce nom. Enfin, on n'écrira pas digne de ce nom, mais on a bien compris, intelligemment pensé, quoi. Et tout à l'heure, vous réagissiez en disant que probablement que l'affichage des données économiques, ça peut être un argument. Toujours. Toujours. Encore une fois, je donne l'exemple des tapis essuie-pieds. Lorsqu'on a fait notre immeuble de bureau, on a proposé de mettre des tapis de qualité dans le sas d'entrée entre les deux portes automatiques, dans l'ascenseur, à l'arrivée de chaque palier d'étage. C'est un coût, puisque quand on met des tapis, quelle que soit leur marque, c'est du 300 à 400 euros du mètre carré. Autant vous dire par rapport à un carrelage à 80, c'est un vrai coût. Les gens sont inquiets de la durabilité du produit.
On démontre, et on a démontré dans notre immeuble que, encore une fois, Time, qui au départ avait fait une proposition pour passer 2 fois par semaine dans les parties communes, au bout de quelques semaines, a démontré qu'on pouvait passer qu'1 fois par semaine. Et au quotidien, quand on a de la neige, quand on a des choses comme ça ramasse, et globalement, l'immeuble a 10 ans, et les papiers SUP sont comme neufs. Donc, ça, nous, on le montre, ça a valeur d'exemple. On fait visiter nos locaux. Et là, les gens, ils disent, OK, on veut bien mettre 3 000 € dans un projet de rénovation pour créer des vrais tapis SUP. Okay. Mais c'est du boulot. Okay. On démarre. Voilà sur le sujet container. Super. Vous entendez bien toujours, du coup, à distance, oui? C'est audible? Super, parfait. Ouais, parfait. Donc, je vous propose de passer sur la deuxième fiche qui a attiré mon attention. Parce que toutes sont intéressantes, mais celle-ci, elles étaient très intéressantes parce que la première qu'on vient d'évoquer, globalement, j'ai envie de dire que tout ce qui est écrit me paraît être incontestable. Hélas, pour ceux qui ont rédigé le document en page 13 sur la rubrique des escaliers, j'ai des moins bonnes nouvelles. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui est précisé ici ou presque, j'ai de bonnes raisons de vous dire que ça ne pourra pas se faire. Typiquement, je prends le premier exemple, présence de bandes rugueuses ou de rainures sur les dés de marche afin de les rendre non glissants. Ben, je suis au regret de vous informer qu'il y a une réglementation qui s'appelle la réglementation PMR, personnes à mobilité réduite, qui nous impose des nez de marche avec un certain taux de licence et qui sont, comme par hasard, des produits qui sont difficiles à nettoyer. Vous devez au quotidien vivre aussi de grands moments de solitude avec ce qu'on appelle les bandes d'éveil podotactile, qui sont, soyons très clairs, ces espèces de saloperies en petits plots qu'on met 50 cm avant la première marche de l'escalier. Ben ça, c'est la réglementation PMR qui nous impose d'avoir un contraste visuel et podotactile, c'est-à-dire en résumé, c'est pas pour les fauteuils, c'est pour les aveugles ou les malvoyants, parce qu'il y a la non-voyance, mais il y a la malvoyance dans la réglementation handicapée. Et en effet, il faut que ces gens-là, du bout du pied ou du bout de leur canne, ressentent 50 cm avant l'escalier qu'il y a un changement de matière, et donc, de fait, ils s'exposent à un risque, tout bêtement, qui est de tomber dans l'escalier. Donc, il y a des solutions qui minimisent cela. Nous, typiquement, au lieu de mettre ces espèces de petits clous que vous voyez dans pas mal de parkings, hélas, je tairai le nom du gestionnaire qui a mis ça dans son cahier des charges type, partout en France, il y a des solutions comme, par exemple, simplement changer de type de revêtement. Si on est en carrelage, eh ben, au lieu d'avoir un carrelage relativement lisse, on met un carrelage qui a un peu plus de rugosité. Mais encore une fois, on a en face de nous un bureau de contrôle, qui soit Socotec, APA, Veritas ou autre, qui lui a un pouvoir presque dictatorial, puisque la réglementation PMR sur ce sujet-là n'est pas précise. Elle dit contraste de matière et de couleur. Et c'est à la libre interprétation du bureau de contrôle de dire je considère que c'est suffisamment, soyons clairs, rugueux ou pas rugueux. Donc c'est un travail aussi de la pédagogie pour nous de leur expliquer qu'il faut aussi qu'on anticipe le fait qu'il y a quelqu'un qui va venir passer un balai rasant et qui va pas passer un coton-tige dans chaque petit clou 2 fois par semaine pour arriver à ce que ce soit propre. Là, hélas, c'est aussi un travail de pédagogie de notre part et de convaincre. Et ça veut dire que là, par rapport à ce qui a été dit en préambule, oui, il faut sensibiliser les architectes au fait qu'ils ont une responsabilité importante. Voilà. Mais il faut savoir que la relation architecte-bureau de contrôle maître d'ouvrage, elle est un peu particulière puisque le bureau de contrôle est payé par le maître d'ouvrage pour contrôler ce qu'on fait, eu égard à toutes les normes variées et diverses. Et Dieu sait si vous savez que dans ce pays, on en a pléthore. Si l'architecte se contente d'accepter le bureau de contrôle comme quelqu'un qui dit oui ou non, on ne fait pas des choses très vertueuses. Il faut accepter aussi, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, de dire au bureau de contrôle quand il nous donne un avis défavorable, non, mais attendez, vous avez peut-être raison sur le fond, sauf qu'il y a plein d'autres bonnes raisons de ne pas faire comme ça. C'est de la négo permanente. Donc c'est un peu fatigant, mais les bureaux de contrôle ne sont pas des gens obtus. Ils partent du principe que tant qu'on ne dit pas non, ils vont demander encore plus. Donc il faut savoir des fois leur tenir tête, en résumé. Autre exemple typique, extinction des éclairages par minuterie. Ben oui, j'ai bien compris que pour quelqu'un qui fait le ménage dans la cage d'escalier, avoir la lumière qui s'éteint toute seule alors qu'on est en plein milieu du palier avec son balai, c'est dangereux. Sauf que je vous donne un exemple, moi je suis référent pour la norme NF Habitat. La norme NF Habitat, qui est délivrée par Cercal, qui est une démarche certification sur les bâtiments, elle impose que tous les éclairages soient sur détection et à minuterie pour justement pérenniser les économies d'énergie, pour être sûr que quand on éclaire la cage d'escalier, elle ne dure pas très longtemps. Donc, si vous voulez, là, typiquement, on ne pourra pas répondre à vos attentes. Le seul moyen de l'améliorer, c'est que justement, on soit sur de la minuterie à détection, ce qui fait que dans le pire des cas, la personne qui est en train de nettoyer la cage d'escalier, au pire, il y a un temps d'extinction, elle remet un peu les bras. De toute manière, en général, elle n'est pas inactive, et donc la lumière va revenir. Donc, quelque part, plutôt que de dire qu'il ne faut pas de minuterie, il faut plutôt dire qu'il faut imposer la détection. C'est un petit bémol, mais qui va tout changer. Et en plus, le discours économique va être intéressant, puisque les détecteurs, ils évitent l'usage abusif, puisqu'ils détectent la présence et la luminosité. Alors qu'un bouton poussoir de minuterie,
il fait grand jour, les gens par habitude ils appuient et ils vont éclairer. Donc encore une fois, pédagogiquement, on peut expliquer au maître d'ouvrage. Et alors le côté économique, il est clair, entre un détecteur et un interrupteur bijouterie, c'est le même prix. Donc ça ne coûte pas plus cher. C'est juste être un peu intelligent et avoir du bon sens. Là, il faut penser aussi, petite parenthèse, que sur ces sujets-là, l'architecte n'est pas seul aux manettes de la conception. Il y a ce qu'on appelle des bureaux d'études fluides qui s'occupent de tout ce qui est les installations électriques, ventilation, chauffage. Et encore une fois, c'est un peu comme les bureaux de contrôle, il faut un peu leur tenir tête et hélas, mes confrères ont un peu tendance souvent à déléguer. Donc là, il faut aussi expliquer qu'avec des solutions simples, on peut peut-être trouver un compromis entre vos attentes, vous, en termes de sécurité de votre personnel, parce que au-delà de, je comprends bien qu'au-delà de la nuisance d'usage, il y a le risque, parce que quelqu'un qui se retrouve dans le noir, il peut faire un faux pas et c'est un accident du travail. Et en termes de démarche RSE. Autre exemple, toujours dans cet esprit-là, les deux lignes suivantes, c'est pour ça que ce sujet est un peu pléthorique. Les garde-corps modelés ajourés, les problèmes des garde-corps, alors là c'est un peu plus l'archi, c'est que quand vous avez un garde-corps plein, comme ça semble être un petit peu insinué dans ce document, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée parce que quand il est plein de garde-corps, comment fait-on pour nettoyer la face extérieure? C'est aussi dangereux de se pencher, et puis sauf erreur de ma part, il y a une réglementation chez vous qui interdit de se pencher en décollant à des deux pieds, ou il faut avoir les deux pieds au sol. Donc si vous avez un garde-corps qui fait 1,05 m de haut et qu'il faut nettoyer la face extérieure, ça devient un peu risqué. Et il faut savoir que les garde-corps ajourés un peu plus larges, on a une réglementation qui est incroyablement rigide sur les garde-corps. On ne doit pas avoir dans les 45 cm du bas un espace supérieur à 5 cm, mais il est aussi écrit, encore une fois, que le bas de ce garde-corps ne doit pas faire office d'échelle pour l'usager. Et là, c'est encore le bureau de contrôle qui, en toute liberté, peut dire, moi, je pars du principe que dans 5 cm, je peux glisser mon pied. Donc, moi, je vous exige 2 cm. Il est en abus de pouvoir total, mais c'est lui qui décide. Et il faut savoir, encore une fois, que ce fameux bureau de contrôle dont je parle beaucoup, à la fin d'une construction d'immeuble, il va délivrer un rapport final de contrôleur technique dans lequel il va mettre des avis défavorables. S'il y a un avis défavorable et qu'un jour, il y a, pour une raison X ou Y, un problème, qu'il soit technique ou un accident, la mise en cause de nous, maîtres d'œuvre, de l'entreprise et éventuellement du maître d'ouvrage sera totale. C'est-à-dire qu'à la fin, l'objectif, c'est d'avoir un rapport final de contrôleur technique qui soit exempt de tout avis défavorable. Donc, encore une fois, c'est de la négociation permanente. Moi, j'ai un dossier que je livre dans 15 jours où j'ai un avis défavorable qui traîne depuis 6 mois sur un problème purement technique. On ne peut pas le résoudre et il faut absolument, j'ai réussi la semaine dernière à convaincre le bureau de contrôle de lever son avis défavorable. Sinon, mon client va payer une assurance supérieure à la fin parce qu'il y a cet avis défavorable et qu'on considère qu'il y a un risque important. Donc, sur les garde-corps, c'est ça. Et le dernier point, c'est la porte ne disposant pas de bloc-porte. Eh ben, c'est illégal les 3/4 du temps, puisque les portes dont on parle, pour la plupart, sont des portes entre des parties communes d'immeubles, j'imagine, type accès à une cage d'escalier. Il faut savoir que dans le tertiaire, la bonne majorité des portes ont ce qu'on appelle une vocation à faire un degré coupe-feu, en termes de sécurité incendie, et qu'une porte coupe-feu, eh ben, elle est coupe-feu quand elle est fermée. Alors, vous avez dans les hôpitaux et dans les gros espaces recevant du public des portes que vous voyez qui sont toujours ouvertes et qui se ferment en cas d'incendie. C'est un cas très particulier. Il y a une détection incendie, mais dans 80% des immeubles de bureaux, vous êtes sur un classement en catégorie incendie inférieure. Vous n'avez pas de détection. L'alarme incendie, c'est uniquement un bouton et ça gueule, excusez-moi, pour expliquer aux gens qu'il faut qu'ils s'en aillent le plus vite possible. Donc, les portes, elles doivent rester fermées. Et si on met un système pour vous permettre, type stop au pied, de bloquer la porte pour pouvoir faire le ménage ou passer avec votre chariot, qui me jure qu'une fois que votre personnel va être passé, il va bien enlever le bloc-porte et être bien sûr que la porte, voilà. Votre responsabilité serait engagée s'il y avait un incendie, une propagation de l'incendie, et qu'on arrivait à démontrer que c'est parce que c'est le personnel de l'entreprise de nettoyage qui n'a pas enlevé son bloc-porte. Donc, de fait, on est obligé de faire les ferme-portes, les fameux blooms, pour que la porte se ferme tout le temps. C'est une obligation sur une porte coupe-feu, puisque, encore une fois, elle est coupe-feu si elle est fermée. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique. Donc voilà, pour balayer un peu cette page 6, toutes sortes d'éléments comme ça qui peuvent vous permettre de comprendre pourquoi parfois vous arrivez sur des sites et que vous vous dites ils sont vraiment trop mauvais ces architectes, ils n'ont pas pensé à nous, puisqu'en fait c'est une histoire c'est binaire. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas dans cette fiche et que j'avais pu donner il y a 5-6 ans lorsque j'avais fait la première. C'est lorsque j'entends, et ça doit être marqué dans les containers, qu'il faut absolument un robinet de puisage. Il vous faut un robinet pour prendre de l'eau pour laver le local container. Alors, dans du tertiaire, je pense que c'est pas trop le problème, mais pour vous donner l'exemple de l'immeuble d'habitation de type copropriété, 80% des gestionnaires de copropriété n'en veulent pas, parce que ce robinet, il pose un vrai problème, parce que vous avez des occupants de l'immeuble qui vont piquer de l'eau à la copropriété, ou qui vont mal le refermer, et ça va inonder. Donc, ils nous disent, pas de robinet, et moi, j'entends des gens me dire, l'entreprise, elle viendra avec ses jerrycans.
Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on doit vous dire aussi. Voilà, donc c'est pas qu'on l'a oublié les 3/4 du temps, le robinet, on l'a bien prévu, mais on nous a dit de ne pas le mettre. Voilà, donc sur ces 2 fiches, ce que j'aurais envie de dire, sauf s'il y a une question ou deux, je dirais qu'en termes de conclusion, par rapport à ce qui a été dit en préambule, il faut bien comprendre, vous avez commencé à le percevoir dans mes propos, que le rôle d'un architecte, c'est faire une synthèse. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'être la synthèse des attentes d'un maître d'ouvrage, qui soit constructeur seul, je pense à un promoteur, ou qui soit futur utilisateur. Si je construis par exemple un immeuble de bureau pour le siège social d'une entreprise, mon interlocuteur, il va être le constructeur, il va être aussi le futur utilisateur. Donc là, c'est déjà un peu plus facile, parce que dans tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a la notion de l'usager aussi. C'est-à-dire que nous, on ne maîtrise pas la personne qui va mal utiliser nos locaux, la personne qui va encombrer les couloirs avec un photocopieur alors que c'était pas prévu et qui fait qu'on a 60 cm pour passer avec votre chariot alors que nous, on avait bien prévu un couloir d'1,20 m. Sauf que comme on l'a prévu peut-être un peu trop large, il s'est dit tiens, je vais mettre mon photocopieur dans le couloir. Là, je peux rien faire pour vous. Donc, il a la synthèse du maître d'ouvrage, il a la synthèse de toutes ces normes avec ces fameux bureaux de contrôle, de l'usager. Et puis, excusez-moi, mais un tout petit peu à la fin, on a un peu le droit de parler d'architecture au sens de l'esthétique, de la qualité des espaces. C'est-à-dire que parfois, il faut qu'on arbitre entre tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense à l'usager sur son bien-être dans un lieu. Et peut-être que oui, le garde-corps vitré, il est super désagréable à nettoyer. Peut-être qu'il coûte un peu de l'argent, mais il permet aussi que les gens, dans un espace de circulation, ils aient de la lumière naturelle, ils aient l'impression d'être dans un espace où ils soient épanouis. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de contenter un peu tout le monde. Donc, il faut comprendre qu'hélas, on ne travaille pas que pour que les entreprises de propreté fassent le ménage facilement et pas cher, mais parfois aussi, on pense aux autres, quoi. Et puis, dernier point pour finir, j'ai entendu parler tout à l'heure de la volonté d'aller vers les écoles d'architecture. Bien sûr, c'est la première chose à faire, mais si ça peut vous rassurer ou vous inquiéter, parce qu'il y a toujours une double lecture. Moi, quand j'ai fait mes études à Saint-Étienne, il y a bientôt presque un peu plus de 30 ans, j'avais un prof qui n'avait de cesse de nous dire chaque fois qu'on présentait un projet, attention, n'oubliez pas qui balaye dans les coins. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est un souci qui est quand même omniprésent. Après, à part ce prof qui nous disait ça en permanence, ça s'est arrêté là, on est bien d'accord. Et donc, depuis 30 ans, on n'a pas beaucoup évolué. Mais moi, au quotidien, je dis à mes collaborateurs et collaboratrices, chaque fois qu'ils dessinent un espace de 20 cm entre une vitre et un poteau, que je pense que si chez eux, ils avaient un espace de 20 cm, l'aspirateur ne passe même pas. Pour autant, oui, aller voir les jeunes archis dans les écoles pour les sensibiliser à ça, je pense que c'est exactement par là qu'il faut faire, parce que aller voir mes confrères, je pense qu'ils vous répondront, comme je viens de vous le dire, qu'on a plein de contraintes, et pour beaucoup d'entre eux, hélas, voilà. Mais c'est un travail de sensibilisation, il faut aller voir en effet lors des architectes. Les syndicats, j'expliquais à James qu'il y a une distinction importante dans notre pays entre l'ordre des architectes et le syndicat. C'est quelque chose qui est en train un petit peu d'évoluer ces dernières années. Mais au départ, l'ordre a un rôle très régalien de tenue du tableau de l'ordre, ce qu'on appelle, c'est très old school, j'ai envie de dire. Le syndicat est beaucoup plus dans le pragmatisme. Donc, s'il y a des formations ou des sensibilisations à faire, mais ce qui est peut-être vrai sur certains territoires ne l'est pas sur d'autres. Sur le territoire ligérien de la Loire, le syndicat, s'ils étaient là, ils m'égorgeraient. J'irai pas les voir, l'ordre non plus, mais il est régional. Par contre, au niveau Rhône-Alpes-Auvergne, l'ordre est très actif. Et par exemple, sur le Rhône, sur le 69, il y a un syndicat extrêmement actif, sur la Savoie, la Haute-Savoie aussi. Et là, je pense qu'il y a des gens qui auront une oreille extrêmement attentive à votre démarche. Super. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci pour ce témoignage très riche et on s'ancre sur en expérience professionnelle, on sent qu'il y a du vécu. Mais c'est pas faute. C'est passionnant. Peut-être que je passerai la parole après à Jean-Pierre qui pourra commenter du coup certaines choses, mais ce que j'identifie, c'est que voilà, il y a tant d'acteurs. Alors, ce guide, ces fiches, c'est une bonne occasion d'amener les sujets, en tout cas, de les mettre en discussion. On entend aussi dans votre témoignage qu'il y a une adaptation au contexte du bâtiment, ce qui va être utilisé, c'est du tertiaire, de l'habitation, le contexte d'occupation, etc. Il y a régulièrement du coup la notion de bureau de contrôle qui est venue, et une question qui me vient, c'est de dire, on voit qu'il y a l'ordre ou le syndicat pour les architectes. Est-ce qu'il y a une forme de regroupement de ces bureaux de contrôle? Est-ce qu'il y a un moyen du coup de passer des messages aussi si on souhaite d'avoir une démarche avec ce type de partie prenante? Ou alors est-ce que ça passe par finalement le concepteur et l'architecte qui est le bon moyen de... Pour moi, les deux volets d'action, c'est le futur, le maître d'ouvrage, celui qui est à l'origine du projet, celui qui paye, et le concepteur qui est l'architecte. Après, à la marge, vous en avez un autre qui est aussi un que j'ai pas évoqué, qui est l'économiste, celui
qui fait les descriptifs, celui qui va faire le listing exact des prestations. Et ces gens-là sont aussi des gens qui partent de loin, parce que par exemple, typiquement, si je reviens sur mes bandes podotactiles, ils mettent ça juste pour répondre à une norme. Ils mettent un article, pour vous donner un exemple, ça paraît évident, mais pour eux, ça l'est pas. La réglementation PMR, ils la mettent au lot du plâtrier peintre. C'est-à-dire que moi, je me retrouve avec des immeubles où on demande aux peintres de venir peindre la contre-marche. Vous imaginez qu'une peinture sur une contre-marche d'escalier, elle va pas tenir très longtemps à force qu'on fasse le ménage. Voilà. Alors qu'on a un carreleur. Et que ce serait plutôt juste à dire au carreleur qu'il change de couleur de carrelage. Ces gens-là, ils partent de très très loin aussi. Il faudrait aussi. Et eux, ils ont par contre un regroupement national qui est l'UNTEC, l'Union nationale, l'ET, je sais plus ce que c'est, mais des économistes de la construction, qui est très actif. Et ça peut être aussi très bons interlocuteurs pour vous, pour aller bêtement les sensibiliser et leur expliquer qu'ils ont une responsabilité aussi importante. Même si dans la théorie, encore une fois, c'est l'architecte qui est censé faire la préconisation, qui est censé relire leur travail, mais je sais hélas par expérience que mes confrères se contentent bien souvent de filer leur plan et de dire à l'économiste, débrouille-toi avec ça. Okay. Mais voilà, il faut sensibiliser tout le monde. Super, merci beaucoup. Jean-Pierre, je te propose peut-être de prendre la parole en complément, peut-être en réaction sur ce qui a pu être dit, et puis je me dis que voilà, il y a une opportunité pour les entreprises qui ont accès à ce guide, quant à la promotion dans leur quotidien, que ce soit dans le cadre peut-être de la contractualisation, des chantiers qui sont pris en charge, peut-être plus largement aussi dans le cadre de chacun de son réseau professionnel et personnel. Voilà, il y a aussi, Tout à fait. Alors, on peut le voir sur différentes visions. Effectivement, charge à tous mes confrères qui ont bon ordre de connaître certains architectes à côté d'eux. Comme je pratique, c'est effectivement d'aller les voir, de sensibiliser les gens. Je pense que la sensibilisation est importante. On en a parlé en école d'architecture, la sensibilisation est importante. C'est un vrai fait. Autre lecture, c'est de dire, parce que j'entends aussi les verbatims de l'ensemble de mes confrères, et j'ai entendu Guillaume effectivement parler en disant « laissez-nous aussi faire l'architecture ». Et ben, je trouve qu'il est bien à un moment donné, il ne faut pas qu'on ait que des choses évidentes. Après, ça ressemble à des soft courses, des cold courses, voilà, ce que vous pouvez voir aussi. Il faut aussi qu'on puisse amener notre arme aussi. À un moment donné, on a quelque chose qu'on va appeler vulgairement nos 3 5 pattes. C'est notre métier, c'est notre rôle de dire vous avez créé ça, c'est beau, c'est utile, parce qu'on a des gens qui travaillent bien, mais nous, on a la solution à vous proposer. Voilà. Il faut aussi se réinterroger, réfléchir. D'adaptation à l'existant. Tout à nous de réfléchir, de s'adapter, je pense que c'est important. Il ne faut pas être dans les bas de dire il est con, cet archi, d'avoir fait des vitres comme ça, à hauteur, à 10 mètres de haut, sans pouvoir mettre de nacelle. On va trouver des solutions, les solutions, elles existent. Voilà. C'est aussi à nous de nous adapter. Il ne faut pas toujours renvoyer le reproche sans arrêt. C'est des choses que j'entends régulièrement. Autre point important, je pense, aussi sur notre métier, c'est tout ce qui est santé et sécurité. Je pense que M. Genouillet nous a donné comme piste. Si je vois un peu plus loin, on parlait effectivement de ces vieux bâtiments, on a des problèmes de sécurité si on parle des containers. Je pense qu'on peut aussi aller voir pour les gestionnaires biens qui sont réunis autour d'AFNAIM et des 2 syndicats, je crois. Voilà. Gestionnaires biens, je pense qu'il y aurait utilité pour nos professions, on peut s'en saisir, regardez ça avec le phare et la fédération, pour les sensibiliser là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place demain pour? Parce que je le vois de plus en plus aujourd'hui, on refuse des chantiers, ou on révoque des chantiers parce qu'on a des risques, effectivement, parce que les conteneurs sont en sous-sol. J'ai un immeuble en tête qui n'est pas loin d'ici, entre Lyon et Saint-Étienne, où j'ai 40 conteneurs et il faut qu'on monte une volée d'escalier complète. Et avec une volonté de se dire, on ne bougera pas une oreille, on trouvera toujours un confrère pour le faire. Je pense qu'il y a des choses à faire évoluer là-dessus. Voilà. Il y a des choses à co-construire, d'ailleurs, à un moment donné, de se dire, il y a peut-être des solutions, nous, on peut vous donner l'idée, mais vous avez aussi des archis qui sont là pour vous donner des idées. Parce qu'on parle de bâtiments qui ont 60 ans, 70 ans d'ancienneté. Oui, d'adaptation, de rénovation. Si on veut être vertueux dans ce métier, c'est avant tout prendre soin aussi de nos salariés et de limiter les risques, les dangers, les accidents du travail. Ça me paraît important. Il ne faut pas qu'on nous délègue le risque. Voilà, si je plaisante. Merci. Est-ce que, Blandine, je peux passer peut-être la parole? Je ne sais pas si vous souhaitez oui, réagir alors, pour repréciser les choses, le fameux guide avec les 13 situations comparées, vraiment, il est à destination effectivement en premier lieu aux architectes et maîtres d'ouvrage, mais c'est vrai que l'entreprise de propreté, comme on vient de le dire, elle peut avoir son rôle à jouer dès lors qu'elle entretient une relation avec ses clients et qu'elle constate une sur certains sites, qu'elle a connaissance de projets de déménagement, l'intéresse est de pouvoir communiquer cet outil, voilà, pour qu'ils puissent participer de manière le plus large possible. Mais effectivement,
la cible première, ce sont bien sur ces outils-là, ce sont les professionnels bien ciblés. Donc, je l'entends très mal, Blandine. Ouais. On a ouais, un souci de son à nouveau, de son qui est haché en fait. On n'entend pas très Est-ce qu'il bien. ne faudrait pas vous mettre en muet aussi, Reed, pour On peut. peut-être. Hop. C'est bon, vous êtes en… Donc, si je parle, voilà, est-ce qu'on a un son meilleur? Oui, donc voilà, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir communiquer sur cet outil. Ne pas oublier l'outil quand même qui a été construit, certes, il y a 10 ans sur les troubles musculo-squelettiques, mais qui est un vrai enjeu et qui est toujours d'actualité, puisque quand on regarde les situations, elles sont toujours existantes aujourd'hui. Donc, et là, effectivement, elles sont, on va dire, peut-être plus à intégrer, notamment au sein des entreprises de propreté, je dirais par le biais de la personne qui va avoir le rôle de prévention, santé, sécurité au travail dans l'entreprise. Donc, voilà, ces outils ne se veulent pas substituer l'un à l'autre, ils sont bien complémentaires. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, la balle est dans notre camp pour, en tout cas, diffuser ces outils et pouvoir communiquer de manière le plus large possible sur leur existence pour pouvoir sensibiliser et pouvoir, je dirais, à terme, se rendre compte de bâtiments qui vont un peu plus tenir compte de leur vie, quoi, hein, parce que l'entretien d'un bâtiment, c'est sa vie. Donc, et puis, voilà, tenir compte aussi de l'usager qui finalement, lui, va être un peu l'interlocuteur qui va parfois se rendre compte quand on a des espaces qui sont très exigus, qui sont difficiles à entretenir, on a la problématique parfois de pouvoir y accéder. Et donc, indépendamment de l'aspect économique, on peut aussi avoir l'aspect, je dirais, entretien qui va ne pas pouvoir être réalisé on va dire, de manière optimale. Donc, un sentiment d'avoir certains lieux pas suffisamment bien nettoyés. Voilà. Merci pour cette contribution. Ouais, c'est vrai que c'est important de faire le lien aussi avec la santé au travail, les troubles musculo-squelettiques, la prise en compte. Et puis, c'est sûr que de toute façon, pour le maître d'ouvrage, même s'il peut avoir la perception d'avoir toujours la possibilité de trouver une entreprise qui va accepter de faire la prestation, il n'empêche que c'est potentiellement de la désorganisation, du renouvellement de contrats, des difficultés diverses et probablement de la non-qualité aussi sur c'est un report de risque. Un report de risque effectivement qui est fait sur d'autres. Oui. Ouais. Donc, ce qui semble intéressant, voilà, dans ce qui a été évoqué, c'est les perspectives de diffusion du document, à la fois à l'échelle des entreprises elles-mêmes, les contacts que peut avoir du coup la chambre régionale, et puis les perspectives que vous évoquiez au niveau du Conseil de l'ordre régional, au niveau des écoles, et peut-être effectivement élargir à d'autres regroupements professionnels qui sont représentants des différents acteurs. Vous parliez des économistes de la construction. C'est vrai qu'en plus, quand on voit, c'est qu'il y a cette dimension économique qui apparaît vraiment qui est au cœur de la construction des fiches. Je pense que là, c'est des choses qui sont prêtes à l'emploi finalement, un peu clés en main. Ouais. Il faut faire évoluer, je pense. Avec vous de se trouver d'entente sur ça. Ouais, mais qui sont déjà qui sont bien faites, mais juste la petite évolution. Oui, peut-être effectivement dire que c'est aussi matière à discussion. Voilà. Une façon de dire les choses et d'identifier, de pointer l'impact économique des choix techniques qui sont faits et puis que ça ne remplace pas l'adaptation au contexte particulier du bâtiment c'est ça sur lequel on est amené à travailler. Est-ce que, alors j'ai pas vu spécialement de questions, donc je pense que on n'a pas de questions à traiter. Est-ce que, Célia, de votre côté, est-ce que vous avez peut-être un commentaire à ajouter? Non, pas spécialement. Pas spécialement, c'était plutôt clair et intéressant. C'est vrai que c'est des choses que je peux évoquer en entreprise, donc je vais utiliser tout ça à bon escient. Bon, super. Et puis on aura, non, c'est vrai que c'est un témoignage vraiment intéressant. C'est aussi l'intérêt d'avoir la captation vidéo pour pouvoir donner accès à la fois à cette vidéo et au lien vers le document pour faire la promotion de ce sujet et des outils qui sont associés. Tout à fait. Très bien.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va du coup mettre fin au webinaire. Merci beaucoup du témoignage, des interactions et des échanges. Et puis on diffusera avec le lien vers ce webinaire et cette vidéo, le lien d'accès également vers le document. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Tu as quitté la conférence? Je sais pas, autre.